Alors, la transition énergétique à l'épreuve du territoire, c'est un travail qu'on a commencé avec Jean-Philippe, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ça part d'un constat en fait, c'est que la transition énergétique aujourd'hui, il est dans le vocabulaire commun. On en parle tous les jours, on en parle au quotidien dans les médias, on en parle dans les politiques, donc nous-mêmes en fait on l'utilise dans notre vie au quotidien. Et très souvent, pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas vraiment en fait ce qu'il faut mettre derrière la transition énergétique. On ne comprend pas vraiment, un peu comme quand on parle de ville, on ne connaît pas finalement tous les périmètres de définition en fait de la ville. Et c'est la même chose pour la transition énergétique. Donc, avec Jean-Philippe, on a commencé donc à s'intéresser à la transition énergétique des territoires, parce qu'aujourd'hui, c'est un défi pour les territoires de réussir cette transition. Et on s'est posé la question de la définition de la vulnérabilité énergétique. Est-ce qu'il existe une vulnérabilité énergétique des territoires? Et si elle existe, comment est-ce qu'on la définit? Et est-ce qu'il est possible de la mesurer? On a commencé par d'abord essayer de voir en fait toutes les dimensions de la transition énergétique. Et effectivement, en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment multidimensionnel. Ça a un impact en fait sur plein d'aspects de notre vie. On parle de transition énergétique dans le contexte de l'épuisement des ressources, dans le contexte du réchauffement climatique, dans le contexte de l'étalement des villes, de la dépendance aux énergies fossiles et surtout de l'augmentation des besoins de la population. Et ça, c'est essentiellement dû à la pression démographique. La transition énergétique, au départ, quand on a commencé à la traiter au début des travaux de recherche là-dessus, c'était essentiellement sur de l'innovation technologique. On a essayé en fait de continuer à répondre aux besoins de la population et à tous ces enjeux que sont l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, etc., par de l'innovation technologique. Donc on est parti du postulat où on gardait en fait notre même niveau de confort en fait au niveau de notre consommation et on essayait d'adapter les moyens de production pour continuer à répondre à nos besoins. Aujourd'hui, on se rend compte que l'innovation technologique en fait elle ne suffit pas. Il faut aussi essayer aujourd'hui d'innover d'un point de vue territorial et également d'un point de vue social. D'un point de vue territorial, il s'agit d'innover en fait dans nos politiques publiques, d'essayer d'intégrer en fait cette nécessaire transition énergétique dans nos politiques, donc dans la planification. Et il s'agit également d'innover au niveau social pour, là c'est surtout en fait pour faire accepter à la population cette transition énergétique. Et souvent, cette acceptabilité en fait de la population est un sujet en fait très compliqué à traiter dans la mesure où il s'agirait en fait pour l'usager d'une certaine perte de confort. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'entrevoit. L'étude de la transition énergétique au niveau des territoires permet de démontrer, comme beaucoup d'autres sujets, qu'il y a une certaine inégalité entre les territoires. On n'est pas tous, en fait, avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses face à la transition énergétique. Il y a une grande diversité des situations. Et parmi les situations les plus compliquées et du coup les plus intéressantes à étudier, on a le contexte particulier des PEID. Donc c'est les petits États insulaires en développement. Eux, dans le contexte de la transition énergétique, ils sont particulièrement fragilisés parce qu'ils vont être en fait, donc on l'a dit répété hier, ils vont être les premiers impactés par les conséquences du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Et pourtant, du fait de leur petite taille, du fait de la taille faible de leur population, ce ne sont pas en fait les territoires qui vont le plus impacter cette fois-ci sur le réchauffement climatique. Du coup, notre problème, notre question de recherche, c'est comment est-ce qu'il faut appréhender cette fragilité de ces territoires, de ces petits États insulaires en développement. Notre objectif, c'est de comprendre et de caractériser cet état de vulnérabilité pour mieux agir. Donc le but, c'est vraiment de comprendre cet état de vulnérabilité afin de peut-être tracer un chemin pour réussir cette transition énergétique. Donc ça, c'est le vœu pieux de nos travaux de recherche. On a commencé par définir la vulnérabilité. Et pour faire ça, on est allé faire une revue de littérature pour voir comment était définie la vulnérabilité en fait dans les travaux.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une grande pluralité des définitions. Donc selon celui qui le définit, selon sa discipline et selon ses besoins de définition, les définitions en fait sont vraiment très variées. Néanmoins, il y a certains éléments en fait qui ressortent des définitions, parmi lesquels on a la relation entre la société et l'environnement. Quand on définit la vulnérabilité, il est toujours question finalement des hommes en relation avec un environnement. Il n'a pas finalement lieu de parler de vulnérabilité si on ne met pas au centre finalement l'homme dans son territoire. D'autres éléments qui interviennent en fait dans la plupart des définitions de la vulnérabilité, on retrouve les notions d'endommagement, les notions de fragilité et les notions de catastrophe et de choc. Associées à ça, on retrouve les notions de résistance et de résilience et de capacité de réponse. Bien souvent, quand on définit en fait la vulnérabilité, on va considérer en fait qu'il y a un état de fragilité potentielle du territoire face à un aléa qui peut arriver comme pas. Et au moment où il arrive, au moment où il y a un choc sur le territoire, définir en fait la vulnérabilité, ce sera voir comment le territoire est capable d'aller au travers de ce choc, de répondre à ce choc. Donc là, en fait, ça fait référence à la capacité de résilience et de résistance. Deux gros blocs, on va dire, s'affrontent quand on étudie la vulnérabilité. Il y a d'un côté les travaux en sociologie où là on s'intéresse essentiellement à la propension à l'endommagement. Et de l'autre côté, on a les travaux un peu plus techniques qui, cette fois-ci, eux, s'intéressent uniquement à mesurer l'endommagement. Donc ça, c'est un contexte global, en fait, de la définition de la vulnérabilité, tout ce qu'on peut voir, en fait, dans la littérature. Dans notre cas, on essaie de définir la vulnérabilité énergétique du territoire. Pour cela, en fait, il faut commencer par comprendre, des territoires, pardon. Et pour cela, il faut commencer par comprendre quelle est la place de l'énergie sur le territoire, la place de l'énergie dans la société. Et force est de constater que l'énergie, en fait, aujourd'hui, il est au centre de nos économies, il est au centre de nos sociétés. On ne peut plus aujourd'hui vivre sans. Aujourd'hui, finalement, l'énergie sert de pivot en fait, des économies puisqu'il est capable de faire basculer un pays soit dans un état de croissance, donc il peut provoquer un essor économique, comme il peut, quand il y a un manque, faire basculer le pays dans un état de crise. Et là, en fait, les chocs pétroliers des années 70 nous montrent bien en fait, l'importance de l'énergie dans l'économie d'un pays. L'énergie, il faut également en fait, le voir aujourd'hui comme un vecteur de paix sociale. C'est vraiment un bien spécifique et c'est un bien qui finalement aujourd'hui est parfois considéré par certains modélisateurs comme un bien public. C'est discutable puisque le bien public a des propriétés fortes qui ne conviennent pas du tout aujourd'hui à notre manière d'envisager l'énergie. Néanmoins, dans la mesure où l'énergie est au centre de nos sociétés, dans la mesure où l'énergie est même associée aux notions de dignité humaine, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, donc dans un monde purement utopique, basculer en fait dans un système où l'énergie serait un bien public? Parmi l'énergie, on retrouve, parmi les formes d'énergie, on retrouve l'électricité, qui aujourd'hui est un véritable indicateur de développement et dans la même mesure que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité est aujourd'hui associé à la notion de dignité humaine. L'accès à l'électricité est aujourd'hui en fait un indicateur basique de la même manière que le PIB et il est produit en fait pour l'ensemble des pays du monde. Donc à côté là vous pouvez voir une carte qui représente l'accès à l'électricité dans tous les pays du monde. Pour caractériser la vulnérabilité, donc on l'a vu, l'énergie elle est au centre de la société, elle est au centre de l'économie.
Donc pour la caractériser, il faut avoir une approche qui est forcément multidimensionnelle. Donc quand on parle de vulnérabilité énergétique, il faut parler de démographie, il faut parler d'économie, de géographie, d'environnement, de politique et de technologie. Et quand on s'intéresse, comme nous, au cas des petits États insulaires en développement, les notions de géographie, enfin les dimensions de géographie et de politique, en fait, prennent une toute autre proportion. Pour ces petits États insulaires en développement, la géographie et la politique, en fait, est très importante puisqu'elle va vraiment peser sur leur vulnérabilité, sur leur fragilité. Et ces deux notions, en fait, on peut les retrouver dans la définition du niveau d'insularité. Pour le niveau d'insularité, on a pris un indicateur qui existe déjà, qui a été créé par Taglioni, et qui définit en fait 3 niveaux d'insularité, allant de l'hypo-insularité à la surinsularité. L'hypo-insularité va caractériser les petits États insulaires qui, eux, sont déjà développés, enfin, ils ont atteint une phase de développement déjà correcte. Et l'état de surinsularité, donc c'est les petits États insulaires qui, eux, en fait, sont les plus démunis en termes de richesse, en termes de ressources. Notre définition de la vulnérabilité, quand on cherche à caractériser la vulnérabilité dans notre cas, on veut vraiment en fait exprimer la fragilité du territoire et son exposition aux aléas. Et pour faire ça, on a en gros séparé en fait on a défragmenté en fait notre vision en 3 blocs. On a d'un côté pris le niveau d'insularité, on estime qu'il est vraiment important en fait, c'est un élément déterminant de la fragilité du territoire. On a mis d'un autre côté les forces et les faiblesses du territoire et le dernier point c'est, comment je l'ai appelé, les besoins du territoire. Donc dans les besoins du territoire, ça sera essentiellement en fait, ça sera lié à la taille de la population par exemple qui définit vraiment le niveau de besoin du territoire. Comment mesurer la vulnérabilité? Alors, quand on se pose cette question, il faut il faut répondre à d'autres questions d'abord. Alors d'abord, la définition de la vulnérabilité énergétique. Est-ce qu'on crée un nouveau phénomène, une nouvelle variable en fait, à partir d'autres variables, ou est-ce qu'on se base sur des variables déjà existantes que l'on va agréger pour représenter en fait la vulnérabilité énergétique? Ça, c'est une première question qui est importante de poser puisque finalement, elle va vraiment déterminer en fait le chemin que l'on va prendre pour définir notre vulnérabilité énergétique. Il y a une autre question qui arrive juste après, c'est celle du choix du modèle, de la méthode. Donc, des méthodes de création d'indicateurs, il y en a à revendre, il y en a vraiment des tonnes. Et là-dedans, en fait, il faut choisir quel est le modèle, quelle serait la méthode la plus adaptée à notre cas. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore la réponse. On a testé quelques méthodes, mais on n'est pas encore arrivé assez loin aujourd'hui pour dire quelle est la méthode la plus adaptée. En tout cas, il faut maîtriser dans ce cas-là, en fait, les méthodes d'analyse de données. Le troisième point, c'est le choix des indicateurs. Il y a quelque chose en fait sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que souvent en fait on a de grandes ambitions dans nos travaux et on se voit confronté en fait à un principal problème qui va tout de suite en fait freiner nos ambitions, c'est la disponibilité des données. Donc là encore, pour travailler en fait, il va falloir trouver en fait des variables qui sont disponibles pour l'ensemble, donc non pas des pieds mais des PEID. Correction automatique sur PowerPoint. Donc il va falloir trouver l'ensemble des variables disponibles pour les petits États insulaires en développement. Et ces petits États, ils sont tellement petits que finalement, beaucoup de variables qui sont disponibles pour des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, ne sont pas du tout disponibles pour les PEID. Donc là, il a fallu vraiment en fait revoir nos ambitions à la baisse et aller chercher les variables disponibles. Et enfin, une autre question très importante, c'est le choix des coefficients pondérateurs. Donc, on a identifié un certain nombre de variables pour effectuer nos travaux. Ces variables
ont un poids dans la définition de la vulnérabilité énergétique. Mais ce poids, en fait, quel est-il? Est-ce qu'il faut considérer que chacune des variables est aussi importante dans la définition, ou est-ce qu'au contraire, il y a certaines variables qui vont plus peser dans la définition de la vulnérabilité énergétique? Par exemple, est-ce que la taille de la population sera plus importante que le niveau de consommation des habitants? Ça, c'est également une réponse en fait à laquelle, qu'il faut se poser et pour laquelle on n'a pas encore de réponse en fait précise qui susciterait aucune critique. Nos choix de variables, donc ici on a séparé en fait nos variables en 3 catégories, donc les 3 catégories que je vous ai présentées tout à l'heure, donc le niveau d'insularité, les forces et les potentiels et les besoins. Donc par exemple dans les besoins on y a mis la population et la consommation d'électricité. Dans les forces et potentiels, on y a mis le PIB, puisqu'on considère en fait qu'un territoire avec un PIB fort est un territoire qui a en tout cas de bonnes conditions économiques pour réussir la transition énergétique. Je ne vais pas citer toutes les variables. Dans le niveau d'insularité, on a pris un seul indicateur unique qui est l'indice d'insularité, puisqu'à l'intérieur, on y met déjà en fait plein d'informations. La première chose que l'on a fait, c'est qu'on est allé vérifier en fait les corrélations entre l'ensemble de nos variables et on voit directement qu'il y a 4 variables en fait qui sont fortement corrélées, qui sont la consommation d'électricité, le PIB, les importations et les exportations. Ce travail en fait d'analyse des corrélations entre les variables est important en fait puisqu'il va parfois déterminer selon le modèle que l'on choisit s'il faut déjà en fait à ce stade éliminer certaines variables. Puisque selon le modèle que l'on choisit, si les variables sont corrélées, ça va introduire un biais dans notre analyse. Pour le cas de notre étude, on a quand même choisi, donc malgré les 4 variables corrélées, on a quand même choisi de les garder puisqu'on a estimé qu'elles étaient importantes pour l'interprétation, quitte à les enlever ensuite. Donc on va continuer en fait avec ces 4 variables. Pour notre travail, on a réalisé une analyse factorielle, une analyse en composantes principales. Donc l'analyse en composantes principales, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méthode, le but est, avec un gros jeu de données, avec de nombreuses variables et de nombreux individus, de réduire en fait le nombre de variables par la création de nouvelles variables. Et cette création de nouvelles variables, en fait, en gros, elle se fait par l'agrégation de toutes les variables qu'il y avait au départ. Donc en gros, on avait 20 données, par exemple, qu'on réduit en 3-4 données, enfin 3-4 variables. Donc voilà pour comprendre en fait un peu l'esprit dans lequel on a travaillé. L'un des premiers résultats qui nous est donné par l'analyse en composantes principales, c'est le cercle des corrélations. Le cercle des corrélations, en fait, il nous montre, donc dans les composantes principales que l'on a créées, les dimensions que l'on a créées, il nous montre en fait quelles sont les variables qui vont participer à la création et donc à l'explication de ces dimensions. Donc par exemple, là sur le premier cercle, on a la dimension 1 et la dimension 2. On voit par exemple que le PIB, il est très fortement corrélé à la dimension 1. Et de même, pour la dimension 2, on voit que la proportion en fait, des ENR est également très corrélée à la dimension 2. À côté, on a les principaux résultats avec les valeurs propres et le pourcentage de variance en fait, qui est expliqué par l'ensemble de nos composantes qui ont été créées. Donc on a nos composantes 1, 2 et 3 qui sont en bleu parce que ce sont celles en fait, que l'on a choisi de garder pour la suite de notre analyse. Et pourquoi en fait est-ce qu'on a choisi de les garder? Parce qu'elles nous permettent d'expliquer 82% de la variation de notre jeu de données. Donc on estime qu'avec 82%, on peut continuer sans trop de mal à expliquer en fait, le phénomène que l'on cherche à expliquer. Normalement, quand on fait l'analyse en composantes principales, après le cercle des corrélations vient le graphe des individus. Dans le cas de notre travail, on a choisi en fait de ne pas représenter le graphique des individus parce que finalement, ce n'est pas tellement le but. Nous, notre but, c'est d'essayer de comprendre en fait, les différences entre notre jeu de données. Et l'étape que l'on a choisie en fait, ensuite, c'est d'effectuer un clustering.
Là, on a le résultat du clustering représenté sur la dimension 1 et la dimension 2. Et on a à côté en fait les différentes explications en fait de notre clustering. La première chose que l'on va constater en fait, c'est qu'on a bien 6 clusters, et parmi ces 6 clusters, on a 3 individus isolés, qui sont Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les États fédérés de Micronésie. Donc 3 individus isolés qui finalement sont très différents du reste de notre jeu de données, de notre jeu d'individus. Et on a 3 groupes d'îles en fait, donc, qui se localisent dans la même zone sur le graphe et qui semblent en fait avoir des propriétés très communes, notamment sur le cluster 2 en jaune et le cluster 4 en turquoise ou en vert. Turquoise. Donc le cluster jaune et le cluster en turquoise. On voit que finalement il y a un maillage en fait entre les deux clusters, mais on distingue quand même 2 clusters différents. C'est simplement qu'il y a une distinction non pas au regard de la dimension 1 et la dimension 3 et la dimension 2, pardon, mais au regard de la dimension 3, qui n'est pas représentée ici sur le graphe. La dimension 3 étant représentée essentiellement par le niveau d'insularité. Donc en gros, la différence entre la dimension 1 et entre le cluster jaune et le cluster turquoise, la différence, ce qui permet de distinguer ces 2 jeux d'îles, c'est bien le niveau d'insularité. Avec ces résultats, on a essayé de créer un indicateur qu'on a appelé EVEN, donc l'indicateur de vulnérabilité énergétique, et on a considéré que cet indicateur, il était fonction de nos 3 premières dimensions, de nos 3 premières composantes principales. Ces 3 premières composantes principales, on a décidé de les pondérer par les valeurs propres, donc que je vous ai montré en fait dans le premier tableau avec les valeurs en bleu, qui représentent en fait l'importance de chaque dimension dans l'explication en fait de notre phénomène. Et ensuite, dans ces dimensions 1, 2 et 3, on est allé regarder en fait quelles sont les variables utilisées en fait en entrée qui ont le plus contribué à la création de la dimension. Donc pour la dimension 1, on a le PIB et la consommation d'électricité. Pour la dimension 2, on a la part d'hydraulique et d'ENR dans le mix électrique. Et pour la dimension 3, on a la population et l'indice d'insularité. Oui. À l'intérieur des dimensions, on a considéré qu'il ne fallait pas prendre en fait chacune des variables en fait à un même niveau. L'ACP nous permet en fait de distinguer la part, la contribution de chacune des variables à la construction de la dimension. Donc les parts que vous avez là-bas, donc le 0,3839 qui est associé au PIB, c'est parce que le PIB en fait a contribué à 38% de la construction de la dimension 1. Donc les parts associées aux variables en fait correspondent aux contributions de chacune des variables dans la construction de la dimension. Donc on obtient en fait un modèle linéaire et quand on classe nos îles, donc avec cette construction d'indicateurs, quand on les classe du plus petit au plus grand, voilà ce qu'on obtient. Donc vous avez ici une représentation de l'indice de vulnérabilité, l'indicateur de vulnérabilité énergétique des territoires que l'on a créé. Donc il évolue de 0,10 à 1,91 et on l'a représenté en fonction des clusters que l'on avait créés au départ. On remarque en fait dans le graphique, il y a 2 îles qui se détachent en fait complètement, qui sont considérées ici au regard de notre indicateur comme étant les territoires les plus vulnérables. C'est Singapour et c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour Singapour, on ne se peut pas poser de questions. Singapour a un niveau de consommation en fait qui est très fort et qui explique en fait sa position à cet endroit-là. Par contre, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les résultats en fait nous ont étonnés. Dans la mesure où dans les indicateurs, en fait, dans les variables en entrée de notre travail, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on était à 100% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Donc sa position en fait à cet endroit sur notre graphe, donc ce résultat sur notre indicateur, nous a donc interrogés. Donc on est allé procéder en fait à quelques modifications.
Donc, on est allé modifier notre indicateur. Donc, on est allé en fait analyser chacune de nos dimensions. Si vous vous rappelez, en fait, sur la diapo, enfin les deux diapos en fait avant celle-là, on a vu que dans la dimension 2, on retrouvait la part des ENR et d'hydraulique dans le mix électrique. Et notre vision linéaire en fait de l'indicateur a du coup apporté un biais dans le résultat, parce qu'effectivement, ajouter la part d'énergie renouvelable et la part d'hydraulique dans le mix électrique de la même manière que la taille de la population, il n'y a plus en fait vraiment de sens. En fait, leur participation au phénomène de vulnérabilité énergétique est différente. Par exemple, pour la population, plus la taille de la population sera importante, plus les besoins seront importants et donc plus le territoire sera vulnérable. Par contre, pour les énergies renouvelables, plus la part des énergies renouvelables sera importante dans le mix électrique, normalement, moins le territoire est vulnérable. Et là, finalement, on a considéré que toutes les variables avaient le même sens. Donc, on a procédé à une modification. Plutôt que d'ajouter en fait la dimension 2, on l'a plutôt soustraite cette fois-ci. Donc, la seule modification, c'est le moins 1,7692 pour la dimension 2. Et avec cette nouvelle formulation, on obtient cette fois-ci ce résultat-là. Et cette fois-ci, on observe que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a basculé en fait. Elle a un résultat cette fois-ci qui est négatif, donc PNG en vert, le résultat est négatif. Et ce qui correspond finalement un peu plus à notre vision de la vulnérabilité énergétique. En tout cas, telle que nous, on l'a définie en fait dans notre travail. Maintenant, ce résultat, il est quand même discutable. Si vous vous rappelez des présentations de hier, notamment de celle de M. Churop hier, on a vu que pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'accès à l'électricité, il était de 10%. C'est une variable en fait qu'on a, nous, complètement en fait, enlevée de notre travail. Enfin, on l'a même pas enlevée, en fait, on n'y avait pas pensé puisque l'accès à l'électricité nous semblait justement normal. Et pourtant, en fait, effectivement, dans notre jeu d'îles étudié, nombre de ces îles en fait n'ont pas un accès complet à l'électricité. Donc oui, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ses 10% d'accès à l'électricité, donc oui, elle peut abonder à 100% avec de l'énergie renouvelable. Mais maintenant, si 100% du territoire était connecté, avait accès à l'électricité, on n'aurait pas du tout en fait les mêmes 100% d'énergie renouvelable pour fournir l'électricité. Donc là, en fait, on voit tout l'intérêt de la définition que l'on donne de la vulnérabilité énergétique au départ. C'est le cas de Cuba aussi, c'est étonnant. Cuba le trouver là-bas, c'est... Comme un territoire très vulnérable? Ouais. Pour Cuba, en fait, donc ce qui explique Cuba, pour Haïti et Dominique également, ce qui explique en fait leur positionnement aussi haut en fait, dans l'indicateur, c'est essentiellement la taille de leurs besoins en énergie, donc la taille de la population. Donc Cuba, en fait, comparé à nos autres îles, a une taille de population qui est très importante, ce qui explique en fait son positionnement aussi haut. Et c'est là du coup que l'on voit que le choix de la méthode en particulier est aussi très important, parce que finalement la méthode va également influer dans le résultat que l'on va avoir. Là, dans notre méthode, dans notre choix d'indicateur, la méthode nous produit des dimensions en fonction non seulement des variables, mais également du jeu d'individus que l'on a mis en entrée. Donc dès lors que l'on va mettre d'autres individus en fait, dans notre analyse, on referait la même analyse, mais avec des îles différentes ou des îles en plus, on n'aurait pas du tout en fait, les mêmes résultats. Et c'est là en fait, où je veux en venir sur l'importance du travail en fait, de départ, de définition. Les choix que l'on fait au départ et qui dépendent du coup de la perception du modélisateur vont finalement venir modifier les résultats. Donc nous là, on l'a fait de cette manière. Demain, on recommencerait avec 10 îles supplémentaires, on recommencerait avec la variable accès à l'électricité, on aurait cette fois-ci plus du tout les mêmes résultats. Donc le travail en fait à effectuer là, c'est vraiment une définition claire, précise et qui pourrait être appliquée à n'importe quel territoire de la vulnérabilité énergétique.
Mais est-ce que ça peut changer si au lieu du PIB, vous intégrez l'indice du développement social? Dans un travail un autre travail qu'on a commencé avec une autre méthode, on a intégré cette fois-ci l'IDH. Et on a intégré également le VI. D'accord. Et ça donne quoi? Ça change? On n'a pas du tout les mêmes résultats. Et là, en fait, on est au stade où on essaie de comprendre quelle est l'implication en fait, de la méthode dans la différence en fait, entre les résultats. Et effectivement, donc le cas de Cuba, là je m'en rappelle pas, mais par exemple pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette fois-ci, en fait, on rebasculait de nouveau vers un état de vulnérabilité. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, parce que Cuba et Haïti, que je connais très bien, n'ont absolument rien à voir. Les politiques publiques, sociales à Cuba sont costauds. Et que donc, du coup, il y a quelque chose qui m'étonne, beaucoup de choses qui m'étonnent, en tout cas dans ces deux cas que je connais bien. C'est du coup tout l'objet du travail. En fait, on essaie encore de trouver la bonne recette. On ne sait pas s'il existe une bonne recette, mais du coup, le jeu de données en entrée, la méthode utilisée, là, en fait, elle a complètement impacté nos résultats. Et avec notre nouveau travail, où cette fois-ci, on applique une nouvelle méthode et avec d'autres variables comme l'IDH et le VI, le VI, c'est l'indicateur de vulnérabilité économique. Cette fois-ci, en fait, on obtient des résultats différents. Et là, on est en fait au travail de comparaison. Quelle est finalement, parmi les deux méthodes, quelle est pour l'instant là celle qui serait la meilleure? Et a priori, on se penche cette fois-ci en fait sur une nouvelle méthode qui pourrait en fait nous aider en fait à trancher sur les deux là. Donc dans notre indicateur, donc il avait en fait comme avantage d'être simple en fait à interpréter. Là en fait on avait on évoluait sur une échelle allant de -1 à 2. Quand on avait un indicateur négatif, on était dans un état peu vulnérable. De 0 à 1, on était vulnérable. Et de 1 à 2, on était très vulnérable. Donc c'est tout l'intérêt en fait d'un indicateur, c'est qu'il permet d'être très simple à manipuler, à utiliser. Et comme moyen de communication avec des politiques, enfin avec des hommes politiques, c'est souvent en fait vers ce type de ce type de méthode en fait qu'il faut se diriger, parce que comme on l'a dit hier, très souvent ceux qui nous gouvernent, alors peut-être pas en France mais dans d'autres pays ou peut-être en France aussi d'ailleurs, ce ne sont pas en fait des sachants. Ils sont là, ils essaient de faire de leur mieux, mais ils n'ont pas forcément toute la culture pour prendre les bonnes décisions. Donc il faut savoir aller leur parler avec les bons mots, les bonnes méthodes qu'ils puissent comprendre. Donc l'indicateur, il a cet avantage-là, c'est qu'il est simple à interpréter. Donc notre indicateur que l'on a créé, il est donc imparfait, on l'a dit. Néanmoins, dans notre jeu de données, il nous a permis en fait de mettre en évidence certaines caractéristiques intéressantes pour interpréter la vulnérabilité. Donc l'indice négatif, essentiellement en fait dans notre jeu de données, l'indice devenait négatif dès lors qu'il y avait de réelles politiques publiques en faveur des énergies renouvelables. Donc ça, c'était plutôt intéressant à interpréter. Deuxièmement, on avait une corrélation entre le niveau de développement et la vulnérabilité. L'indice d'insularité, de la manière où on l'a intégré dans notre modélisation, avait finalement un impact très fort sur la vulnérabilité du territoire. Et enfin, le mode de vie est extrêmement déterminant dans l'expression de la vulnérabilité du territoire. Et là, en fait, ça devient particulièrement intéressant dans la mesure où, très souvent, les modes de vie de la population, on évite d'en parler parce qu'encore une fois, c'est tendu. Et pourtant, même quand l'objet n'était pas du tout d'évaluer en fait la consommation des ménages, les modes de vie des ménages, malgré tout, c'est un résultat qui ressort. Donc moi, en fait, j'ai envie de dire que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher en fait dans les années à venir. Que ce soit en recherche, que ce soit au niveau des politiques publiques, il est important en fait de se pencher sur les modes de consommation de la population.
Au niveau, donc si j'apporte un regard critique en fait sur notre travail, donc on a ici utilisé une méthodologie par analyse en composantes principales. Donc on se pose la question des autres méthodes. On a d'ores et déjà là commencé à travailler sur d'autres méthodes et on espère en fait trouver à un moment la bonne méthode pour créer le bon indicateur. Il serait aussi intéressant et important d'élargir l'échantillon, mais là en fait on est confronté à un manque de données au niveau international en fait pour ces petits états-là, même si aujourd'hui ils sont de plus en plus étudiés. Et enfin, il est important de préciser la notion de vulnérabilité, puisque finalement, dès le départ, il y a un biais dans l'analyse, puisque dès le départ, la définition qu'on apporte, c'est la nôtre. Et elle sera forcément différente de votre définition à vous, par exemple. Donc là, on voit en fait tous les contours de l'étude de la vulnérabilité énergétique des territoires. Je vous remercie pour votre attention.